Issachar, c'est un grand plaisir de te recevoir ici dans le nouveau local de la Miss Amandé. Voilà. C'est un plaisir pour moi. Ça fait à peine quelques semaines, on a encore fait l'inauguration hier. Ça sent encore la peinture. Voilà, c'est ça la peinture, exactement. Alors, Issachar, c'est une longue histoire, on se tutoie. Hein. Bah... Voilà, on était à l'école ensemble. C'est vrai. Bon, pas au même poste. Sauf que moi, je t'ai payé pour être à l'école, pas toi. Ouais. Toi, tu payais pour venir à l'école. Exact. Voilà, et donc, tu as développé une activité de Shalom Bayit. C'est ça. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Alors, moi, je m'appelle Issachar Hardy. J'ai 32 ans. Ouais. J'ai 3 enfants. Je suis marié depuis 2015, 11 ans bientôt. J'ai fait un parcours à l'école à l'Yeshiva de la rue Pavée depuis mon enfance. Ouais. Donc, un parcours de Kulo Kodesh à partir de l'âge de 13 ans. Je fais la Yeshiva Ktana, la Yeshiva Gdola. Ensuite, 9 ans de kollel à temps plein. Oui. Et pendant ce temps-là, je sentais qu'il fallait aussi un peu d'accomplissement personnel en plus de l'étude de la Torah. Après 9 ans de kollel, et pendant ces 9 ans de kollel aussi, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose dans mon accomplissement personnel. Ouais. Et donc, tout a commencé concrètement, tout a commencé il y a 5 ans, quand j'ai fait une formation de Madrich Hatanim avec Rav Loria à Aleph. On va peut-être tout traduire. Oui, bien sûr. Donc, Madrich Hatanim, donc c'est les cours de préparation au mariage qui sont demandés à tous les jeunes mariés, que ce soit en France ou en Israël, pour pouvoir se marier religieusement. On demande une attestation. Comme quoi on a passé cette adracha. Cette adracha, ça pourrait se traduire comme formation. Ouais, donc c'est une formation au mariage. Ouais. Et donc j'ai eu cette opportunité qui m'est venue par hasard. Et je m'y suis lancé sans trop savoir où ça allait me mener. Souvent, c'est très orienté sur les lois de la pureté familiale. Exactement. On fait un petit peu de Shalom Bayit à la fin. Exactement. Alors, voilà. Ce qui a été particulier dans cette formation-là, c'est que au-delà de l'enseignement halachique pur des lois de pureté familiale qui ont été enseignées par Rav Loria, on nous a proposé à la suite de ça, pour ceux qui souhaitaient, s'inscrire à une formation qui était vraiment axée sur le couple, sur le Shalom Bayit. Et cette formation, elle a été donnée par Rav Yechia Ben Shetrit. D'accord. Qui lui est une pointure dans ce domaine-là. Okay. Et en parallèle de ça, on a une formation aussi sur la place de la halacha dans l'intimité, etc. avec Rav Brandt, Rav Yechiel Brandt de Sarcelles. Donc j'ai pris tout ce qu'il y avait à apprendre. Okay. Et ça m'a convaincu que c'était le domaine dans lequel je voulais m'épanouir, au-delà de l'étude de la Torah. Ok. Il y a une petite transmission familiale aussi, un petit peu? Alors, oui, il y a une petite transmission familiale, parce que mes 2 parents, ils sont médecins tous les 2, et mon père, il me disait toujours, plus tard, fais ce que tu veux, mais pas médecine. Ah ouais. C'est trop dur. Évite la santé. Ouais. Et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire un métier de santé, qu'on appellera non réglementé. C'est ça. Mais voilà, c'est de la santé. Du coup, c'est pas un que tu soignes, mais c'est 2. C'est ça. C'est ça, on en soigne 2. Ces fois, c'est pas 1 plus 1. Justement, je vais en profiter pour faire une parenthèse. Ouais. C'est pas 2, c'est 3. C'est ça. Parce que dans un couple, mon modèle du couple, et c'est ce que j'ai appris autant dans la Torah que dans mes formations, le couple, c'est 3 personnes. Okay. Le couple, c'est 2 individus qui forment une 3e entité qui est le couple. C'est beau, c'est beau. Et c'est pour moi le meilleur moyen d'arriver à l'harmonie. Ok, magnifique. Fin de la parenthèse. Très bien. Alors, comme tu as la trentaine, est-ce que tu as dû t'occuper des fois de gens de 40 ans, 50 ans, des gens plus âgés que toi? Comment ça se passe? Tout à fait. Alors, pour moi, c'est pas une barrière, parce que je pense que quand on sait ce qu'on vaut, et on maîtrise le sujet qu'on enseigne un minimum, on peut apporter à n'importe qui. Okay. Comme elle dit la Mishnah dans Avot, Ezeu Chacham Alomed Mikol Adam, qui est l'intelligence, c'est celui qui s'apprend de tout le monde. Donc je pense que si Hachem met face à moi une personne, quelle qu'elle soit,
c'est que j'ai peut-être quelque chose à lui apporter. Mhm. Et même si j'y arrive pas, Mhm. ben peut-être que cet échec, c'est ça que je vais lui apporter. D'accord. Le fait qu'il se dise, il faut que je cherche mieux, Mhm. il faut que je cherche un meilleur interlocuteur, il faut Mhm. que j'aille mieux chercher pour réussir à Ouais. atteindre ce que je veux atteindre. Et moi, pour moi aussi, c'est un message Ouais. de, il y a quelque chose à aller perfectionner. Des perfectionner, c'est Donc ça. je pense que là, Tu cherches pas forcément à être le début et la fin du processus, ça peut être le démarrage et après ça peut être une impulsion. tu peux passer la main, comme on dit. Exactement. Ouais. Ok. Donc, est-ce qu'elle a un nom, cette méthode Alors oui, alors la méthode thérapeutique que j'ai appris, parce que au-delà des formations que j'ai fait, qui étaient vraiment encadrées par des rabbinim, etc., Ouais. avec une approche très halachique et thoraïque, je dirais, Ouais. du couple, j'ai voulu me former de manière professionnelle Ouais. pour pouvoir, de un, m'installer officiellement en tant que thérapeute de couple, et deuxièmement, avoir des vrais outils professionnels pour aider les gens, pas simplement les D'accord. conseiller. Ouais. Parce que ce que je faisais jusqu'à maintenant, c'était du conseil conjugal, Ouais. un peu ce qu'on appelle du coaching. Donc, c'est qu'est-ce Ouais. que je fais, qu'est-ce que je fais, Mhm. dans telle situation, qu'est-ce que tu en penses, etc. Je trouvais que cette approche, elle manquait un peu de sens, elle manquait d'utilité. Et donc, je me suis renseigné un petit peu et j'ai trouvé des centres de formation, 2 centres de formation, qui enseignaient l'approche thérapeutique qui s'appelle la thérapie brève orientée solution. Bah, c'est un peu long, c'est un peu technique. Brève, Voilà, la thérapie brève déjà. c'est censé avoir Alors- un résultat rapide. Alors, c'est pas un résultat rapide, mais le principe de la thérapie brève, Ouais. c'est qu'on ferait le moins possible de consultations Ouais. et autant que nécessaire. Ok. Ça veut dire qu'on va pas limiter dans le temps, Ouais. ni en dessous, ni au-dessus, Ouais. mais on va avoir une approche qui va se vouloir la plus brève possible. Et de cette approche est née l'approche orientée solution, qui a été développée par Steve DeShazer et Inso Kimberg, un couple aux États-Unis qui ont... Toujours les Américains, toujours. Ouais, ils sont à la pointe. Alors oui, ils ont, sur la base de la thérapie brève qui a été développée à Palo Alto, ils ont développé l'approche orientée solution. Okay. Et donc l'approche orientée solution, c'est une approche qui va complètement occulter le problème. On va s'orienter sur la solution. Il n'y a pas de problème avec des solutions. Donc ça veut dire que quelqu'un va venir avec une problématique. Ouais. Eh bien, on va pas passer des heures et des heures sur l'anamnèse du problème, comme on pourrait le faire en psychanalyse ou des trucs comme ça. Parce que, je me permets, mais la psychanalyse, c'est pas une thérapie. Ça peut avoir des bienfaits thérapeutiques, ouais. Mais la psychanalyse, comme son nom l'indique, c'est une analyse. Ouais. Donc, on peut faire de la psychanalyse, ça peut être intéressant d'aller fouiner dans son passé et comprendre, analyser ce qui nous est arrivé dans la vie. Ouais. Mais je pense que si on veut être impactant en tant que thérapeute, on peut aller au-delà de ça en allant définir avec les patients ou les clients, c'est un petit peu un débat comment on appelle ça, mais voilà, et définir avec les personnes qui viennent nous voir, c'est quoi leur objectif pour améliorer leur quotidien. Okay. C'est eux qui vont définir l'objectif. C'est pas moi qui vais leur apporter mes notions du couple et qui vais leur dire voilà, ça, il faut faire ça, là-dessus, il faut faire ça. Moi, je suis personne. Le patient, c'est lui l'expert de sa thérapie. J'ai peut-être les outils thérapeutiques, mais c'est lui l'expert. Tu vas l'aider à mettre en évidence, à trouver des solutions, qu'est-ce qu'il doit faire. Et ça viendra de lui un petit peu. Alors, on va l'aider à cheminer dans les ressources qu'il a déjà. Et c'est une approche en fait qui va aider la personne à faire des connexions neuronales entre le problème qu'il a et les ressources qu'il a en main, faire le lien entre les deux. Et tout seul, en fait, les problèmes ils vont se régler. Quand j'étais à l'époque à l'école et que je devais dans la formation des profs, instinctivement, c'est ce que je faisais. Je veux dire, je vais pas expliquer au prof ce qu'il faut faire. Je vais essayer de faire en sorte qu'il découvre lui-même qu'est-ce qu'il doit arranger, qu'il fasse son autocritique, son auto-analyse et qu'il lui-même propose ses solutions. Quand ça vient de soi, il y a moins de résistance, il y a moins de. Bien sûr. Ça passe bien sûr. Et alors, il y a un truc qui est aussi très intéressant dans cette approche,
c'est que le déroulement de la thérapie, Ouais. il est quasiment basé que sur des questions. Ah ouais. On va Ok. questionner le patient, et le fait de questionner, Lui, ça le fait réfléchir. ça le fait réfléchir. D'accord. On le voit dans les yeux, Ah ouais, ouais. quand on pose les bonnes questions, Extraordinaire. la personne a les yeux qui fuient, il cherche, Ah ouais. et hop, Et là, part. il apporte Le la déclic. réponse. Le déclic. S'il me fixe trop longtemps, c'est que je pose pas les bonnes questions. Ah ouais, ok. Et donc, Et ça, c'est très drôle, là, oui, ça me fait penser à la Gemara. d'accord. Parce que moi, j'enseigne beaucoup la Ouais. Gemara. Ouais, Et très souvent, les gens, ils viennent dans un cours ouais, et ils disent, bon, ok, mais c'est quoi la halakha? ouais, Donc, on est dans ouais, Ketzad Mevachim, on parle des bénédictions qu'on doit faire sur les différents aliments, ouais. et on est là en train de débattre dans tous les sens, et on Ouais, pose des ouais. questions et des questions et des questions. Et en fait, ça m'a fait tilt parce que c'est exactement la même chose. En Ouais. posant des questions, on va aller activer son cerveau pour chercher des réponses. Exactement. Et donc, ça n'a rien à voir avec le fait de donner une information à quelqu'un ou de lui Quelque chose. poser la question pour qu'il décide lui-même C'est magnifique. si cette information elle est Ah, pertinente. c'est magnifique. Alors, il y a quand même un mot, parce que tu dis thérapie. Alors, dans le Shalom Bayit, normalement, thérapie, ça veut dire qu'il y a une pathologie, quoi. Donc, alors que Shalom Bayit, on voit plutôt, c'est très positif. On met le Shalom, c'est pas genre t'es malade et je vais te soigner, tu vas te C'est- soigner tout seul. C'est très intéressant Ouais. comme question. Alors, ça peut revenir un peu à la parenthèse que je me suis permis de faire tout à l'heure. C'est qu'en fait, ce modèle thérapeutique, Ouais, c'est la thérapie brève, mais elle a un terme spécifique quand il s'agit de la thérapie familiale ou conjugale, c'est la thérapie brève systémique. C'est la théorie des systèmes. ouais, Si je ne me trompe pas, c'est Milton Erickson qui a développé la théorie des systèmes. En fait, lui, ce qu'il veut dire, c'est que le système, c'est quoi? C'est quand on a plusieurs personnes qui sont en interaction. mhm, En fait, le problème, c'est ni l'un ni l'autre. C'est l'interaction. ok. Et donc, on pourrait dire que oui, l'interaction, elle a une pathologie. Mhm. Il se passe quelque chose dans cette Ouais. interaction. Nous, on est normaux, Mais oui, mais notre interaction, elle est pathologique. ben oui, parce que en fin de compte, si dans Ouais. une thérapie conjugale, on va en prendre un, on va dire, bah, tiens, c'est toi le fautif parce Ouais, c'est ça. Ouais. que X, Y, Z. On va dire, toi, t'es fautif de ça parce que X, Y, Z. Ouais. Bah, déjà, quel intérêt ça a? Et de deux, ça peut être contre-productif parce que chacun va se braquer. C'est passionnant, c'est passionnant. Et c'est ça aussi que j'ai beaucoup apprécié dans cette approche thérapeutique que j'ai apprise, c'est que on va pas on va pas faire le procès de l'un ou de l'autre. Culpabiliser. Voilà. C'est juste qu'il y a deux personnes. Et comme j'ai dit, en fait, le Ouais. couple, c'est trois. Ouais. C'est une personne, une autre Le personne. malade, c'est le troisième. Ben oui, et parce qu'en fin de compte, quand on se marie, Ouais, notre premier bébé, c'est qui? ouais, C'est le couple. c'est ça. Et ce couple-là, bah, quand on est marié depuis un mois, il n'a pas notre âge. Il a un mois. Ouais, C'est un bébé d'un mois, il ne peut pas se débrouiller tout seul. C'est beau, c'est beau. Donc c'est lui qu'on va soigner. Magnifique. On va l'éduquer. Bah oui, Faire les réglages. Voilà. bien sûr. C'est magnifique, magnifique. Ok. Donc, est-ce que les personnes viennent te consulter parce qu'ils n'ont pas de problème, mais c'est juste pour éviter d'en avoir en préventif? Alors ça, j'en ai jamais eu, Ouais. mais j'aimerais bien. C'est dans mes projets de. Ce serait... ah oui, je crois qu'on va en reparler. On tout en à l'heure. reparlera. Ouais, On en reparlera. On n'a pas préparé, mais si, on a préparé. Alors, est-ce que tu as des rabbinim, à part ceux que tu as cités, mais disons dans les sources plus anciennes, qui sont plus prolifiques dans ton inspiration? Alors, j'ai aussi étudié beaucoup l'intimité pour comprendre Ouais. un peu Ouais. l'interaction jusque dans l'intime, Ah, parce que je ouais. pense que c'est quelque chose d'important et j'ai une formation à la sexothérapie aussi. D'accord, c'est un paramètre important. Voilà. Alors, je ne le mets pas beaucoup en avant pour l'instant parce que c'est Ouais. un terme qui fait reculer Ouais. plus d'un. Ouais, Mais voilà, je l'ai appris ouais, et dans ce domaine-là, on va trouver des écrits des Rishonim comme le Ramban, Nachmani, de la Igeret HaKodesh. ah Elle oui, est incroyable. ah oui. Si on vient plus récemment, on regarde les écrits du Stipler. Ah oui. Voilà, moi j'aime bien aller chercher dans des textes vraiment Ouais, des textes qui ont du poids. Mais au-delà de ça, moi j'aime bien quand j'enseigne la Gemara, aller ou la Gemara, la Mishnah, aller chercher vraiment des petites apartés qu'il peut y avoir des fois dans les textes ouais,
qui vont nous donner des tips comme ça en Shalom Bayit, D'accord. en harmonie du couple, et qui sont hyper importants. Et quand on voit que ça tire son origine il y a des centaines et des milliers d'années des fois, je trouve ça incroyable. Ok. Souvent, la clé du Shalom Bayit, c'est le don. Exactement. Le don, Ahava, Hav, donner. Exactement. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, il y a plusieurs choses qu'on pourrait dire là-dessus. Je pense que je vais retenir 2 points. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dire dans les cours de préparation au mariage que je fais, c'est que on a énormément de mitzvot dans la Torah, on a des commandements positifs. Parmi ces commandements positifs, on a la mitzvah de Ve'afta l'eracha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'ailleurs, fait intéressant, on ne dit pas tu aimeras ton prochain, on dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas aimer l'autre si on ne s'aime pas soi-même. On ne peut pas donner à l'autre ce qu'on ne possède pas. Donc ça, déjà, je pense que ça serait le point 0, parce que j'ai dit il y aura 2 points, ça sera le point 0. Après, il y aura 1 et 2. Donc, Ve'afta l'eracha kamocha, c'est la mitzvah du chesed. Le chesed, donc, c'est le fait d'aller... c'est le don aux autres, le chesed. Et je pense que le premier chesed, celui qui est le plus important de faire, c'est chez soi. Parce que si on n'est pas capable de donner à ceux qui vivent sous notre toit, quelle valeur a ce qu'on donne à ceux qui sont à l'extérieur? Donc ça, je pense que le don, il faut le voir sous cet angle-là. Pas parce que je te dois quelque chose, pas parce qu'on fait un échange de bons procédés, tu as été sympa avec moi hier, je suis sympa avec toi aujourd'hui. Je le fais parce que c'est ce qu'Hachem attend de moi. C'est ça qui est beau dans la Torah. Et j'ai une de mes formatrices qui m'a dit une phrase magnifique. Elle est non juive. Elle m'a dit, si un jour tu as des patients qui sont croyants, accroche-toi à ça parce que Dieu est un merveilleux co-thérapeute. Magnifique, c'est beau ça. Le fait d'avoir une référence qui est au-delà de l'humain, une référence qui est la Torah, qui est la foi, c'est divin. Ça permet de mettre des bases sur lesquelles on peut s'appuyer sans trop avoir besoin d'aller s'excuser et se justifier. Donc je pense que voilà, le chesed, prendre le don comme un chesed, parce que le chesed, voilà, c'est vraiment le don de soi, sans contrepartie. Je le fais parce que je crois en notre relation, parce que je t'aime, je te donne. Est-ce que j'attends quelque chose en retour? Pas forcément. Ce que tu dis, ça m'évoque quand même, souvent dans des couples, il y a des disputes à propos de la religion. Alors que, donc c'est un peu, ça pourrait paraître contradictoire. Voilà. Alors, effectivement, c'est un défi qui existe de plus en plus. Des couples où il y a une différence de pratique dans la religion. C'est ça. Mais on voit de plus en plus de couples qui y arrivent. Et je pense que si on veut apporter une approche vraiment positive de sa pratique de la Torah, on ne peut pas le faire tant qu'on ne se détache pas de la pratique de l'autre. On n'est pas responsable de la pratique de l'autre. Quand on dit Kol Israël, Arevim, Zelazé, tous les Israël sont garants les uns des autres. On est garant, mais on n'est pas responsable de ce que fait l'autre. Donc si on va chercher à vouloir mettre sur l'autre, projeter sur l'autre notre vision de la Torah, bah forcément il va y avoir un court-circuit. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas seulement dans le couple. Ça se voit aussi dans le chinour, dans l'éducation des enfants. On voit énormément de parents qui ont été très très pratiquants à la maison et leurs enfants ne suivent pas du tout. Parce qu'au lieu d'aller chercher le bien de l'enfant, on va aller essayer de lui imprimer dessus notre vision des choses au détriment de son bien-être personnel. Et au final, on aura perdu les deux. On n'aura ni son bien-être personnel, ni sa pratique de la Torah. Et je pense que dans le couple, c'est la même chose. Si dans le couple, on cherche à ce que l'autre pratique la Torah comme nous on l'entend, on va perdre les deux. Parce qu'il sera dégoûté de la pratique de la Torah, parce que ça sera mis avec une pression inutile, et on aura perdu son couple, parce qu'on va inséminer quelque chose de malveillant. Tu as dit, pour pouvoir donner à l'autre, il faut déjà se donner à soi-même, c'est-à-dire il faut déjà s'aimer soi-même pour aimer autrui. Alors, je vois souvent les jeunes, moi je pousse un peu au mariage, enfin beaucoup même énormément. Et
Et souvent, les jeunes me disent « je suis pas prêt ». Je suis pas prêt. Le problème, c'est que les années avancent, 25, 30, 35, je suis pas prêt, je suis pas prêt. Je ne pourrai pas donner parce que moi-même, je suis pas construit. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, je pense que là, on a deux choses différentes qu'il faut bien dissocier. C'est que par rapport à donner ce qu'on possède pas, ça, je pense que ça revient au principe de 1 + 1 = 3. C'est-à-dire que dans un couple, toi et moi, on est deux personnes. Et si on ne laisse pas la place à ce toi et moi, le troisième ne pourra pas exister. Le couple, il est le fruit de toi et moi. Donc, si on ne se donne pas la place à soi-même, si on ne s'aime pas soi-même, si on n'est pas capable de construire soi-même indépendamment du couple, ben, on va rien construire, on va construire quelque chose de fusionnel où il n'y a ni l'un ni l'autre qui existe, il n'y a que le couple qui existe, et donc on va arriver à des relations qui vont être très, très toxiques, très dépendantes. Et c'est pas forcément ça que la Torah attend de nous. Okay. Donc, je pense que ce qui est important, c'est de vraiment comprendre que on doit cultiver notre épanouissement personnel et l'épanouissement du couple. Et même, je dirais que plus le couple est épanoui, plus ça laisse un espace d'épanouissement personnel. Okay. Et donc, pour revenir à votre question, je pense que c'est quelque chose de différent. Parce que là, ce que vous me dites, c'est il y a beaucoup de jeunes qui disent je me sens pas prêt. Pour moi, ça c'est une autre question. À mon sens, on n'est jamais prêt à faire quelque chose tant qu'on l'a pas fait. Donc oui, on peut aller chercher à apprendre des clés qui vont nous permettre à entrer en relation de manière positive et bénéfique, ça oui. Mais attendre d'être prêt, c'est impossible. C'est comme si je veux apprendre à faire du saut en parachute sans jamais sauter en parachute. Tu seras jamais prêt à sauter en parachute tant que tu n'as pas sauté. Donc il faut sauter. Il faut se lancer. Il faut se lancer. Exactement, c'est ça l'ouverture de la mer Rouge. Tu peux savoir ce qui va se passer quand la mer est devant toi, tu ne pourras pas savoir. Rentre dedans et tu verras. Mais non, rentre dedans avec des intentions positives. Avec des intentions positives d'améliorer ce qui est amélioré et part avec un objectif qui est de l'harmonie, qui est de la joie, qui est quelque chose de sain et de shalom. Le shalom, c'est la paix. C'est la paix. Si c'est ton objectif, tu le trouveras. Ouais, surtout que ma réponse souvent à ces jeunes, c'est que la construction personnelle, elle va passer par le couple aussi. C'est quand on va construire cette troisième personne dont tu parles, j'avais pas cette notion-là, mais on va se construire aussi chacun. Et moi, je pense que tout seul, c'est impossible. Et plus on avance en âge, plus même le symptôme des vieux garçons, des vieilles filles, ça devient de pire en pire et c'est de plus en plus compliqué. Exactement, c'est à ça que je faisais référence quand je disais qu'un couple harmonieux, c'est un merveilleux espace de développement personnel. Les émotions, la gestion des émotions. Oui, alors, je pense que c'est une question qui est fondamentale. La gestion des émotions, c'est une question qui est fondamentale parce que, déjà, c'est une question qui prend de la place aujourd'hui dans tous les sujets. Dans l'éducation, dans le milieu professionnel, dans le social. Alors, je pense que dans le couple, c'est vraiment le lieu avec l'éducation dans lequel, pour moi, c'est vraiment primordial de comprendre ses émotions. Parce qu'il y a énormément de disputes qui vont partir d'un fait qui est complètement anodin, mais qui va aller réveiller une émotion qui va être profonde, qui va être douloureuse pour la personne, qui a souffert. Celui en face qui a initié cette souffrance, il comprend rien du tout, il est complètement largué, il a juste oublié d'envoyer un texto quand il est arrivé, et l'autre s'est senti complètement abandonné. Il a sorti la poubelle. T'as pas sorti la poubelle, ça va fondre en pleurs, et on va commencer à croire que l'autre est complètement ridicule, le truc, et moins on comprend, plus on va se fermer, parce qu'on veut pas être mis en échec. Donc forcément, c'est l'autre le problème, et tu exagères, etc. Et donc, en fait, on va arriver dans une escalade qui est partie de rien. Tout ça parce qu'on n'a pas su écouter ses propres émotions et écouter les émotions de l'autre. Donc, je pense que la gestion des émotions, c'est quelque chose qui est très, très important. Et ça s'apprend. C'est pas quelque chose qui est... c'est pas du chinois, les émotions. Ça s'apprend. On peut apprendre à s'écouter, parce que le corps, il nous parle. Quand on ressent une émotion, c'est pas simplement une information. Le corps, il nous parle. On a le souffle qui est coupé, on a mal au ventre, on transpire. C'est le corps qui parle. Et si Hachem a mis ça en nous, c'est qu'on doit faire quelque chose avec. C'est les petits boutons qui s'allument sur la voiture. Exactement. Et faut pas débrancher.
J'ai vu. Oui, parce que si on débranche, ça revient en pleine figure mieux qu'un boomerang. Hein. C'est vraiment, c'est ciblé. Le boomerang, des fois, il peut nous rater, mais une émotion qui est réprimée, elle nous revient en pleine face, quoi qu'il arrive. Ça, c'est même pas approuvé, je pense que... Au niveau pratique, première séance, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça peut être très différent d'un couple à l'autre, parce que ça va dépendre de la démarche. Des fois, on va avoir des couples où il y en a un qui a traîné l'autre. Ouais. Ou des fois, on va avoir des couples où les deux, ils ont été forcés à y aller par X, par le rave, par les parents, par les enfants. Arrêtez de vous disputer, vous nous avez saoulés. Donc, faire soigner, vous nous saouler. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de modèle, je dirais, qui est applicable à tout le monde, mais il y a quand même une trame. Et c'est cette trame qu'on apprend de l'approche orientée solution. Ça veut dire que la personne va venir avec une problématique. On va essayer de comprendre c'est quoi sa problématique, c'est quoi la chose qui le dérange. Donc, ça va être vraiment en questionnant toujours sur les questions. On va essayer vraiment de comprendre quelle est la problématique pour cette personne-là. Et on ne va pas appliquer sa vision des choses sur ce que l'autre nous dit. Donc, pas d'interprétation. D'accord. Donc ça va être la première chose. On va vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui dérange la personne et en quoi ça la dérange. Parce que la même situation qui va être dérangeante pour nous deux, elle ne va pas nous déranger de la même manière. Ça ne va pas les réveiller les mêmes choses en nous. Donc, on va vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui vous dérange, en quoi ça vous dérange. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, qui est la première étape de la démarche thérapeutique, de l'accompagnement thérapeutique, c'est la définition d'un objectif thérapeutique. C'est comme l'adresse dans un GPS. On ne prend pas la voiture sans savoir où on va. On met une adresse. Donc, dans cette approche thérapeutique, on essaye de le faire dès le premier entretien. Des fois, ça peut attendre le deuxième, si vraiment la personne il y a un trop-plein, il y a besoin de parler beaucoup du problème, mais on va essayer très rapidement de mettre le problème de côté et de définir un objectif, un objectif concret. Tu peux me donner un exemple? Par exemple, un objectif concret, vous allez avoir quelqu'un, moi je veux plus me disputer avec ma femme. C'est un gros objectif, ça. Oui, mais c'est un objectif qui n'en est pas un. Pourquoi? Parce que on est dans quelque chose de négatif, je ne veux plus ça, mais tu veux quoi à la place? Et tu me parles d'un passé. Moi, le passé, je ne peux pas le changer. Donc, on va questionner de fil en aiguille, qu'est-ce que vous voulez à la place? C'est quoi votre objectif? C'est quoi que vous voulez améliorer aujourd'hui? Et de cette manière-là, on va arriver à définir un objectif clair, réalisable, pas quelque chose de complètement fou. C'est intéressant. Et le simple fait de fixer un objectif, on voit dans cette approche-là thérapeutique, on voit énormément de personnes, ils font un seul entretien. Ils viennent, en 1 heure, ils ont des questions, tac, 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 voilà, j'ai identifié tel problème. Le thérapeute, il va dérouler la bobine, il va poser des questions, ok. C'est magique. Et en fait, c'est pas magique, c'est la chokma, c'est l'intelligence du cerveau. Ce qui est intéressant, c'est que on voit par exemple, il y en a qui prétendent que les diététiciens ils font maigrir, mais ils espèrent que ça va pas durer. Comme ça, on regarde le client, pareil. Là, on a l'impression que voilà, vous cherchez pas à gagner de l'argent, quoi. Alors, oui, mais pas comme ça. D'accord. Parce qu'en fin de compte, c'est ma parnassa, c'est ma subsistance, c'est mon métier. Je préfère beaucoup de patients, mais très courts, très efficaces. Ce qu'on dit aux patients, c'est qu'on va tout faire pour se rendre inutile le plus rapidement possible. C'est magnifique, parce qu'il y a beaucoup de méthodes, que ce soit en Shalom-Balout, en diététique, en coaching, en tout ce qu'on veut. Ah oui, le but, c'est de s'engager sur 4 ans. Le plus longtemps possible. Dans la formation où j'étais, on rigolait beaucoup avec une des participantes qui disait qu'elle sortait de 4 ans et demi de psychanalyse. Waouh! C'est ça. Donc, moi je rigolais avec elle, je lui dis ok, t'as payé la Porsche de ton psy. C'est ça, exactement. Non, moi j'ai aucun intérêt à ce que les gens dépendent de moi, parce qu'après c'est moi qui prends le problème sur les épaules. Donc, ça aussi, c'est un paramètre. Quand j'ai fait mes études, je me suis un peu intéressé aussi à la psychologie, mais j'allais à la fac comme ça en auditeur libre, parce que j'étais ailleurs, dans une autre fac. Et puis en fait, ça m'a un peu angoissé, parce qu'un jour, le prof, qui était aussi psychologue de terrain, a commencé à raconter qu'il y a une personne qui s'est suicidée, qui soignait. Il racontait un peu les galères.
pour pas que les gens ils aient l'impression que c'est tout rose. Et moi, ça m'a un petit peu refroidi. Alors que là, tu rentres pas dans la galère avec eux. Si je Mais puis même dire. eux, je les sors C'est de ça. leur galère. C'est ça. Parce qu'en fait, cette approche, elle va faire en sorte qu'au lieu de se focaliser sur le problème, on va se Ouais. focaliser sur ce qu'il y a de bien. Ouais. Et à tel point, on va tout faire pour se focaliser sur ce qu'il y a de bien, que même quelqu'un qui va nous dire qu'il a rien de bien, eh bien, on va Ouais. aller chercher, C'est ça. on va aller chercher le positif en lui disant, mais c'est quoi qui vous fait tenir malgré le fait qu'il n'y a rien de bien? Ouais. Donc, on va aller chercher Ouais. un petit rayon de lumière. Ouais. Et une fois qu'on le tient, ce petit rayon de lumière, on lui laisse la place d'entrée. C'est Et là, il va prendre la place, il va fragiliser le problème il va être inexistant à la fin. Ouais, vous êtes quand même mariés, quoi. Bon, nous, forcément, on est toujours confrontés aussi au Shalom Bayit. Hein, c'est pas officiel, mais c'est comme ça dans les faits. Et souvent, bon, moi, j'ai pas toutes ces connaissances et formations, mais souvent, j'essaye de montrer à la personne que le défaut qui le dérange, c'est la qualité qu'il a recherchée, c'est la personne. Moi, je donnais un exemple. Il y avait un couple comme ça où le garçon est très speed, il est très... Alors, bon, et du coup, c'était très compliqué. J'ai expliqué à la fille, je lui ai dit, regardez, ou vous voulez rouler en Ferrari, mais attention dans les virages, ou vous prenez une 2 chevaux, et là, ça sera tranquille. Mais vous avez voulu une Ferrari. Donc maintenant, voilà, il faut assumer. Voilà. Exactement, oui. C'est aussi, c'est intéressant parce que vous dites qu'il faut assumer un des outils les plus intéressants qu'on utilise dans cette approche thérapeutique, c'est le principe de la co-responsabilité. Ouais. C'est-à-dire que dans cette théorie des systèmes, on va comprendre qu'on ne peut pas se trouver dans un système sans l'influencer. Donc s'il y a quelque chose dans l'interaction qui nous déplaît, on l'a alimenté quelque part. Okay. Donc, quand on dit faut assumer, ça ne veut pas dire bon, tant pis, j'ai pris perpète et je me tais. Non, non. Ouais. Ça veut dire qu'est-ce que moi je peux faire pour influencer le système? Parce que l'interaction, c'est un cercle. Donc, à partir du moment où je mets un petit caillou, ça va influencer la vitesse de l'interaction. Il va forcément y avoir quelque chose qui va changer. À tel point que ce qu'elle dit, cette théorie, c'est qu'à partir du moment où un couple va se présenter devant un thérapeute, ou une famille va se présenter devant un thérapeute, la présence simple du thérapeute dans les esprits de chacun, elle va influencer le système. D'accord. Parce que quand on est dans un processus thérapeutique, dans un accompagnement, entre un rendez-vous et l'autre, on a peut-être donné une petite tâche, on a prescrit quelque chose à faire, à penser, à observer. Ah oui. Oui, on a des petits... vous donnez des devoirs. Ouais, des petits devoirs, c'est noté. Pas trop lourd. C'est noté. C'est pas noté. De l'école. Non, j'ai jamais fait mes devoirs. je faisais mes devoirs. Je pourrais témoigner si j'avais une bonne mémoire. Je me souviens pas. Je faisais mes devoirs en douce avant la fin des cours. Dès que le prof il donnait les devoirs, je les faisais comme ça. J'avais pas besoin de ramener mon cartable. Pas mal. Ouais. Pas mal. Donc, ce que je disais, c'est que le simple fait de savoir qu'on a rendez-vous dans un mois pour faire le point sur ce qui s'est passé entre maintenant et après, juste ça, même si les personnes ne sont pas du tout enclines à faire les tâches qu'on leur a prescrites, juste ça va influencer le système parce qu'il va y avoir un petit point dans le cerveau qui va dire « Ah oui, dans un mois on a rendez-vous, attends, je vais lui montrer qu'il n'y avait pas besoin de sa tâche. » C'est beau, c'est beau. On va faire un petit break, comme ça je check ici. Ça fait une récré aussi. Je vais arrêter comme ça pour sécuriser déjà cet enregistrement.